5 méditations sur la beauté de François Cheng. En ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvénient, voire provocateur. Presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant. D'un côté, le mal, de l'autre, la beauté. Le mal, on sait ce que c'est, surtout celui que l'homme inflige à l'homme. Du fait de son intelligence et de sa liberté, quand l'homme s'enfonce dans la haine et la cruauté, il peut causer des abîmes, pour ainsi dire, sans fond. Ce qu'aucune bête, même la plus féroce, ne parvient à faire. Il y a là un mystère qui hante notre conscience, y causant une blessure apparemment inguérissable. La beauté, on sait aussi ce que c'est. Pour peu qu'on y songe cependant, on ne manque pas d'être frappé d'étonnement. L'univers n'est pas obligé d'être beau. Et pourtant, il est beau. À la lumière de cette constatation, la beauté du monde, en dépit des calamités, nous apparaît également comme une énigme. Que signifie l'existence de la beauté pour notre propre existence? Et en face du mal, que signifie la phrase de Dostoïevski? La beauté sauvera le monde. Le mal, la beauté, ce sont là les deux défis que nous devons relever. Ne nous échappe pas le fait que le mal et la beauté ne se situent pas seulement aux antipodes, ils sont parfois imbriqués. Car il n'est pas jusqu'à la beauté même que le mal ne puisse tourner en instrument de tromperie, de domination ou de mort. Mais une beauté qui ne serait pas fondée sur le bien, est-elle encore belle? La vraie beauté ne serait-elle pas elle-même un bien? Intuitivement, nous savons que distinguer la vraie beauté de la fausse fait partie de notre tâche. Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. Il vaut peut-être la peine que je m'attarde sur le raisonnement plus intime qui me pousse à traiter de la question de la beauté, et à ne pas négliger non plus celle du mal. C'est que très tôt, enfant encore, en l'espace de 3 ou 4 ans, j'ai été littéralement terrassé par ces deux phénomènes extrêmes. Par la beauté d'abord. Originaire de la province de Shigji, où se trouve le mont Loup, mes parents nous y emmènent chaque été faire un séjour. Ce mont Loup, qui appartient à une chaîne de montagnes, s'élève à près de 1500 mètres, dominant d'un côté le fleuve Yangtze et de l'autre le lac Boyang. Par sa situation exceptionnelle, il est considéré comme un des plus beaux endroits de Chine. Aussi, depuis une quinzaine de siècles, il est investi par des ermites, des religieux, des poètes et des peintres. Découvert par les Occidentaux, notamment les missionnaires protestants, vers la fin du XIXe siècle, il est devenu leur lieu de villégiature. Ceux-ci se sont regroupés autour d'une colline centrale, la parsemant de chalets et de cottages. En dépit des vestiges anciens et de ses habitations modernes, le mont Loup continue à exercer son pouvoir de fascination, car les montagnes environnantes conservent leur beauté originelle. Une beauté que la tradition qualifie de mystérieuse, au point qu'en chinois l'expression « beauté du mont Loup » signifie un mystère insondable. Je ne vais pas m'employer à décrire cette beauté. Disons qu'elle est due à sa situation exceptionnelle évoquée tout à l'heure, qui offre des perspectives toujours renouvelées et des jeux de lumière infinis. Elle est due aussi à la présence de brumes et de nuages qui voilent et dévoilent tour à tour le visage de la montagne, des rochers fantastiques mêlés à une végétation dense et variée, à des chutes et des cascades
qui font entendre à longueur de journée et de saison une musique ininterrompue. Les nuits d'été, quand fièvrent les lucioles, entre le fleuve et la voie lactée, les montagnes exaltent ces senteurs venues de toutes les essences. Enivrées, les bêtes éveillées se donnent à la clarté lunaire, les serpents déroulent leurs satins, les grenouilles étalent leurs perles, les oiseaux, entre deux cris, lancent des flèches de jais. Mais mon propos n'est pas descriptif. Je voudrais simplement dire qu'à travers le mont Loup, la nature, de toute sa formidable présence, se manifeste à l'enfant de 6 ou 7 ans que je suis, comme un recel inépuisable et surtout comme une passion irrépressible. Elle semble m'appeler à participer à son aventure, et cet appel me bouleverse, me foudroie. Tout jeune que je suis, je n'ignore pas que cette nature recèle aussi beaucoup de violence et de cruauté. Comment ne pas entendre cependant le message qui résonne en moi? La beauté existe. Toujours au sein de ce monde presque originel, ce message sera bientôt confirmé par la beauté du corps humain, plus précisément celle du corps féminin. Sur le sentier, il m'arrive de croiser des jeunes filles occidentales en maillot de bain. Elles se rendent à un bassin formé par des cascades pour s'y baigner. Le maillet de l'époque est tout ce qu'il y a de plus pudique, mais la vue des épaules nues, des jambes nues, de la lumière de l'été, quel choc! Et les rires de joie de ces jeunes filles qui répondent au bruissement des cascades. Il semble que la nature a trouvé là un langage spécifique, capable de la célébrer. Célébrer, c'est cela. Il faut bien que les humains fassent quelque chose de cette beauté que la nature leur offre. Je ne tarde pas à découvrir la chose magique qu'est l'art. Les yeux écarquillés, je commence à regarder plus attentivement les peintures chinoises qui recréent si merveilleusement les scènes brumeuses de la montagne. Et découvert parmi les découvertes, un autre type de peinture. Une de mes tantes revenues de France nous rapporte des reproductions du Louvre et d'ailleurs. Nouveau choc devant le corps nu des femmes si charnellement et si idéalement montrées. Vénus grecque, modèle de Botticelli, de Titien et surtout, plus proche de nous, de Cesario d'Igresse. La source d'Igresse, emblématique, pénètre l'imaginaire de l'enfant, lui tire des larmes, lui rebue le sang. On est fin 1936. Moins d'un an après, éclate la guerre sino-japonaise. Les envahisseurs japonais comptaient sur une guerre courte. La résistance chinoise les a surpris. Lorsqu'au bout de plusieurs mois, ils prennent la capitale, a lieu le terrible massacre de Nanking. Je viens d'avoir 8 ans. En 2 ou 3 mois, l'armée japonaise déchaînée réussit à mettre à mort 300 000 personnes. Cela sous des formes variées et cruelles, mitraillage de la foule en fuite, exécution massive par décapitation au sabre, innocents précipités par groupes entiers dans de larges fosses où ils sont enterrés vifs. D'autres scènes d'horreur, des soldats chinois faits prisonniers, attachés debout sur des poteaux pour l'exercice à la baïonnette de soldats japonais. Ceux-ci au rang leur font face. À tour de rôle, chaque soldat sort du rang, fonce sur la cible et vociférant et plante la baïonnette dans la chair vivante. Aussi horrible est le sort réservé aux femmes. Viol individuel, viol collectif, suivi maintes fois de mutilations, de meurtres. Une des manies des soldats violeurs, photographier la femme, ou les femmes violées, qu'ils obligent à se tenir à côté d'eux, debout, nues. Certaines de ces photos sont publiées dans les documents chinois dénonçant les atrocités japonaises. Dès lors, dans la conscience de l'enfant de 8 ans que je suis, à l'image de la beauté idéale dans La source d'Igresse, vient s'ajouter une surimpression, celle de la femme souillée, meurtrie, en son plus intime.
Évoquant ces faits historiques, je ne veux absolument pas signifier que les actes d'atrocité sont l'apanage d'un seul peuple. Par la suite, j'aurai le temps de connaître l'histoire de la Chine et celle du monde. Je sais que le mal, que la capacité à faire le mal, est un fait universel, qui relève de l'humanité entière. Toujours est-il que ces deux phénomènes saillants, extrêmes, hantent maintenant ma sensibilité. Il me sera aisé plus tard de me rendre compte que le mal et la beauté constituent les deux extrémités de l'univers vivant, c'est-à-dire du réel. Je sais donc que désormais, il me faudra tenir les deux bouts. En ne traitant que l'un et en négligeant l'autre, ma vérité ne sera jamais valable. Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue, et que d'autre part, une certaine forme de mal vient justement de l'usage terriblement perverti que l'on fait de la beauté. C'est la raison pour laquelle je me présente aujourd'hui devant vous pour dévisager bien tardivement dans ma vie la question de la beauté, en tâchant de ne pas oublier l'existence du mal. Tâche ardue et ingrate, je le sais. À l'époque de la confusion des valeurs, il est plus avantageux de se montrer railleur, cynique, sarcastique, désabusé ou encore désinvolte. Le courage d'affronter cette tâche me vient, je crois, de mon désir d'accomplir un devoir autant envers les souffrants et les disparus que vis-à-vis de ceux qui vont venir. Comment ne pas avouer cependant que je suis pris de scrupules, sinon saisi d'angoisse. Devant vous, j'appréhende, tout en les trouvant légitimes, les questions qui pourraient surgir. D'où parlez-vous? De quelle position partez-vous? De quelle légitimité vous réclamez-vous? À ces questions, je réponds en toute simplicité que je n'ai pas de qualification particulière. Une seule règle me guide. Ne rien négliger de ce que la vie comporte. Ne jamais se dispenser d'écouter les autres et de penser par soi-même. Il est indéniable que je viens d'une certaine terre et d'une certaine culture. Connaissant mieux cette culture, je me fais un devoir d'en présenter la meilleure part. Et du fait de mon exil, je suis devenu un homme de nulle part, ou ailleurs de toutes parts. Je ne parle donc pas au nom d'une tradition, d'une idée léguée par des anciens dont la liste serait limitative, encore moins d'une métaphysique préaffirmée, d'une croyance préétablie. Je me présente plutôt comme un phénoménologue un peu naïf qui observe et interroge non seulement les données déjà repérées et cernées par la raison, mais ce qui est recelé et impliqué, ce qui surgit de la façon inattendue et inespérée, ce qui se manifeste comme don et promesse. Je n'ignore pas que dans l'ordre de la matière, on peut et on doit établir des théorèmes. Je sais en revanche que, dans l'ordre de la vie, il convient d'apprendre à saisir les phénomènes qui adviennent, chaque fois singuliers, lorsque ceux-ci se révèlent être dans le sens de la voie, c'est-à-dire d'une marche vers la vie ouverte. Outre mes réflexions, le travail que je dois effectuer consiste plutôt à creuser en moi la capacité à la réceptivité. Seule une posture d'accueil, être le ravin du monde, selon Lao Tzu, et non de conquête, nous permettra, j'en suis persuadé, de recueillir de la vie ouverte la part du vrai. Prononçant ce mot, vrai, une interrogation me vient à l'esprit. Je me propose de réfléchir sur la beauté, fort bien. De là à la présenter comme la plus haute manifestation de l'univers créé, est-ce légitime? Si nous nous appuyons sur la tradition platonicienne, dans le monde des idées, n'est-ce pas la vraie ou la vérité qui doit occuper la première place? Et immédiatement après, l'éminence ne doit-elle pas revenir au bien ou à la bonté? Cette interrogation, combien légitime, doit en effet demeurer présente tout au long de notre réflexion. Il nous faudra, en développant notre pensée sur la beauté, tenter de la justifier au fur et à mesure par rapport aux notions de vérité et de bien.
Pour l'instant, commençons par avancer ceci. Que le vrai ou la vérité soit fondamental, cela nous paraît une évidence. Puisque l'univers vivant est là, il faut bien qu'il y ait une vérité pour que cette réalité, en sa totalité, puisse fonctionner. Quant au bien ou à la bonté, nous en comprenons aussi la nécessité. Pour que l'existence de cet univers vivant puisse perdurer, il faut bien qu'il y ait un minimum de bonté. Sinon, on risquerait de s'entretuer jusqu'au dernier, et tout serait vain. Et la beauté, elle existe, sans que nullement sa nécessité, au premier abord, paraisse évidente. Elle est là, de façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l'impression d'être superflue. C'est là son mystère. C'est là, à nos yeux, le plus grand mystère. Nous pourrions imaginer un univers qui ne serait que vrai, sans que la moindre idée de beauté vienne l'effleurer. Ce serait un univers uniquement fonctionnel, où se déploieraient des éléments indifférenciés, uniformes, qui se mouveraient de façon absolument interchangeable. Nous aurions affaire à un ordre de robots, et non à celui de la vie. De fait, le camp de concentration du XXe siècle nous a fourni de cet ordre une image monstrueuse. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait différenciation des éléments. Cette différenciation, en évoluant, en se complexifiant, a pour conséquence la singularité de chaque être. Cela est conforme à la loi de la vie, qui implique justement que chaque être forme une unité organique spécifique et possède en même temps la possibilité de croître et de se transformer. C'est ainsi que la gigantesque aventure de la vie a abouti à chaque arbre, à chaque fleur, à chacun de nous, chaque unique et irremplaçable. Ce fait est une telle évidence que nous ne en étonnons plus. Pourtant, personnellement, je reste celui qui, depuis toujours, s'étonne. En vieillissant, loin de me sentir désabusé, je m'étonne encore. Et pourquoi pas le dire, je ne cesse de m'en féliciter, car je sais que l'unicité des êtres, donc de chaque être, représente un don inouï. Il m'arrive par fantaisie d'imaginer la chose un peu autrement, en me disant que la différenciation des éléments aurait pu se réaliser par grandes catégories. Qu'il y ait par exemple la catégorie fleurs, mais aussi toutes les fleurs pareilles. Ou la catégorie oiseaux, avec tous les oiseaux identiques, la catégorie homme, la catégorie femme, etc. Eh bien non, il y a 7 fleurs, 7 oiseaux, 7 hommes, 7 femmes. Dans l'ordre de la matière donc, au niveau du fonctionnement, on peut établir des théorèmes. Dans l'ordre de la vie, toute unité est toujours unique. Comment ne pas ajouter ici que si chacun est unique, c'est dans la mesure où tous les autres le sont aussi. Si j'étais le seul à être unique, et si tous les autres étaient identiques, je ne serais qu'un échantillon bizarre, bon à être exposé dans la vitrine d'un musée. L'unicité de chacun ne saurait se constituer, s'affirmer, se relever à mesure et finalement prendre sens que face aux autres unicités, grâce aux autres unicités. Là est la condition même d'une vie ouverte. C'est bien à cette condition qu'elle ne risque pas de s'enfermer dans un narcissisme mortifère. Toute vraie unicité sollicite aussi d'autres unicités, n'inspire qu'à d'autres unicités. Le fait de l'unicité se vérifie autant dans l'espace que dans le temps. Dans l'espace, les êtres se remarquent et se démarquent par leur unicité. Dans le temps, chaque épisode, chaque expérience, vécue par chaque être, est également marquée d'un saut de l'unicité. L'idée de ces instants uniques, lorsqu'ils sont heureux et beaux, suscite en nous le sentiment poignant, accompagné d'une infinie nostalgie. Nous nous rendons à cette évidence que l'unicité de l'instant est liée à notre condition de mortel. Elle nous la rappelle sans cesse,
C'est la raison pour laquelle la beauté nous paraît presque toujours tragique, hantée, que nous sommes par la conscience que toute la beauté est éphémère. C'est aussi l'occasion pour nous de souligner d'ores et déjà que toute beauté a précisément partie liée à l'unicité de l'instant. Une vraie beauté ne saurait être un état figé perpétuellement dans sa fixité. Son advenir, son apparaître là, constitue toujours un instant unique. C'est son mode d'être. Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans son élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé et chaque fois nouveau. À mes yeux, c'est précisément avec l'unicité que commence la possibilité de la beauté. L'être n'est plus un robot parmi les robots, ni une simple figure au milieu d'autres figures. L'unicité transforme chaque être en présence, laquelle, à l'image d'une fleur ou d'un arbre, n'a de cesse de tendre dans le temps vers la plénitude de son éclat, qui est la définition même de la beauté. En tant que présence, chaque être est virtuellement habité par la capacité à la beauté et surtout par le désir de la beauté. À première vue, l'univers n'est peuplé que d'un ensemble de figures. En réalité, il est peuplé d'un ensemble de présences. Je suis prêt de penser que chaque présence, qui ne peut être réduite à rien d'autre, se relève d'une transcendance. Pour ce qui est plus spécifiquement de la figure humaine, j'aime et fais mienne cette pensée de Henri Maldinet. De chaque visage humain rayonne une transcendance impossible, impossessible, qui nous enveloppe et nous traverse. Cette transcendance n'est pas celle d'une expression psychologique particulière, mais celle qu'implique en chaque visage sa qualité d'être, sa dimension métaphysique. Elle est la transcendance de la réalité, s'interrogeant en lui et réfléchissant en lui. Et dans cette interrogation même, la dimension exclamative de l'ouvert. Fermez les guillemets. C'est de cette réalité que naît la possibilité de dire « je » et « tu », que naît celle du langage, et peut-être aussi celle de l'amour. Mais pour nous, en tenir au thème de la beauté, nous constatons qu'à l'intérieur de la présence de chaque être, et de la présence à présence, s'établit un complexe réseau d'entrecroisement et de circulation. Au sein de ce réseau se situe justement le désir que ressent chaque être de tendre vers la plénitude de sa présence au monde. Plus l'être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie. Désir de soi, désir de l'autre. Désir de transformation dans le sens d'une transfiguration et d'une manière plus secrète ou plus mystique. Un autre désir, celui de rejoindre le désir originel dont l'univers même semble procéder, dans la mesure où cet univers apparaît en son entier, une présence pleine d'une splendeur manifeste ou cachée. Dans ce contexte, la transcendance de chacun dont nous venons de parler ne saurait exister que dans une relation qui l'élève et la dépasse. La vraie transcendance, paradoxalement, se situe dans l'antre, dans ce qui jaillit de plus haut quand a lieu le décisif échange entre les êtres et l'être. Fin de la première méditation.